Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Sébastien Charbonnier, je suis enseignant-chercheur en philosophie de l'éducation, mais aussi praticien et animateur en éducation populaire. Et c'est à ce titre-là que ce soir, j'ai envie de vous parler de l'arpentage. Et donc on va vous faire une petite explication et démonstration ce soir de ce qu'est un arpentage. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Donc ce soir, on va présenter dans la librairie Reims ce qu'est un arpentage. Alors, je trouve ça chouette parce qu'on est un peu quand même dans une institution du savoir qui peut même être intimidante. Et l'arpentage, c'est une technique de lecture. Donc là, on va lire de la philosophie puisqu'on est chez Vrin. Mais c'est une technique de lecture, notamment d'essai, la plupart du temps, qui vient de l'éducation populaire politique. Alors, l'éducation populaire politique, on pourrait dire que politique, c'est presque un pléonasme. L'éducation populaire, en tout cas dans une certaine tradition, est nécessairement politique. Et le but de lire des livres, c'est notamment de pouvoir nous outiller pour transformer le monde. Voilà, c'est un des objectifs de l'éducation populaire. Et si elle est populaire, c'est qu'elle est pour le peuple. Ça, souvent, on entend populaire, on dit pour le peuple, mais aussi par le peuple. Donc, il y a une vraie réflexion pédagogique sur comment est-ce qu'on peut lire quelque chose ensemble, que tout le monde se sente légitime. Alors que voilà, l'expérience qu'on a quand on fait de l'éducation populaire, c'est qu'il y a des gens, on leur dit tiens, on va lire un livre ensemble, ils ont déjà vu où était la porte de sortie, ils sont partis, ils ont quitté la pièce. Donc, ce qu'on va essayer de montrer en peu de temps, on va faire une sorte de micro-arpentage, c'est comment est-ce qu'on peut inviter les gens à lire un livre ensemble avec des consignes, des outils qui fait que tout le monde se sente légitime, et notamment, c'est ce que je vais vous expliquer, on pourrait dire une théorie sous-jacente de la lecture qui est presque antiscolaire. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, mais il y a une vraie réflexion derrière sur ce que c'est que de lire et de rendre possible une certaine lecture. Donc là, je vais expliquer ce qu'est un arpentage, et puis je vais vous dire un peu la variante qu'on fait, pourquoi c'est une sorte de micro-arpentage, parce qu'un arpentage, donc, ça peut prendre jusqu'à 2 heures. Donc là, on va lire une citation de Wittgenstein dans ses carnets, donc quelque chose d'assez doux, tranquille et très existentiel, parce que Wittgenstein peut avoir une image d'un logicien aride et fort peu sympathique. Bon, j'espère que la citation que j'ai choisie vous donnera à penser. Et donc, si on faisait un vrai arpentage et qu'on avait du temps, un arpentage, ça peut se faire, on va dire, à partir de 5-6 personnes pour qu'il y ait un peu de monde, et jusqu'à 20-30. J'expliquerai à la fin les petites variantes quand il y a beaucoup de monde. Et l'idée, à la base, c'est tout simplement de diviser le livre. On se le partage. Symboliquement, des fois, ça peut être assez perturbant parce que ça passe par l'arrachage des pages. On déchire, on divise le livre pour que chacune puisse repartir avec une dizaine, 10-15 pages. 10 pages, souvent, c'est déjà pas mal. Après, tout le monde va un peu dans son coin lire tranquillement ces pages. Et ce qui est chouette, c'est qu'on se retrouve tous ensemble, tout ensemble. Et à ce moment-là, on discute, chacun à notre tour, dans l'ordre du livre, va partager sa lecture. Et quand on ressort au bout d'une séance de 2-3 heures, eh ben, on a une certaine idée de ce qui s'est passé dans le livre. Et alors là, nous, on ne va pas faire un arpentage de cette manière-là. On va faire un micro-arpentage. Donc on va changer les 10 pages, on va transformer les 10 pages en une citation. Et ce qui va être intéressant, c'est notamment la consigne que je vais vous donner, qui est exactement la même qui est donnée aux personnes quand elles partent avec leurs 10 pages sur comment est-ce qu'elles vont parler de leur expérience de lecture. Donc l'idée, c'est ça. C'est déjà de concevoir la lecture comme une expérience et de partager cette expérience-là. Et pour ça, le cadre que je vous propose, c'est de le faire en 3 temps. Donc on va le faire, vous allez le faire dans cet ordre-là, tous et tout d'abord le premier temps, puis le deuxième et le troisième. À chaque fois, c'est finalement être capable de parler de ce qui vous est arrivé. Donc c'est surtout un travail introspectif. C'est là où ça va être l'opposé de la lecture scolaire. Donc dans un premier temps, être capable de parler de vos émotions, de vos affects, c'est-à-dire, vous avez lu des pages, là une citation, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Donc d'écrire la dimension émotionnelle qui souvent, déjà, on voit, est quelque chose dont l'école n'a rien à faire. De prendre la parole en disant moi je me suis ennuyé en lisant ce truc-là, ou j'ai trouvé ça chiant, ou j'ai trouvé ça génial, ça m'a rendu super joyeux. C'est pas pertinent dans une conception scolaire de la lecture. C'est pas forcément facile d'ailleurs, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de parler de ce qu'on a ressenti. Et c'est intéressant de voir que voilà, la lecture,
c'est un événement du réel, comme aller voir un match de foot ou partir en vacances. Donc il n'y a pas de raison que ça ne suscite pas des émotions. Et on commencera par parler de ces émotions-là. Dans un deuxième temps, c'est de partager. Alors ce sera peut-être moins dur pour une citation que pour 10 pages. Une idée, une seule. Donc dans l'arpentage, quand on ressort avec 10-15 pages, cette consigne-là, elle a vocation à se débarrasser des réflexes de faire un résumé, faire une synthèse de ce qu'on a lu. Donc là aussi, une approche très scolaire. Non seulement scolaire, après tout, l'école, l'idée, c'est pas d'être antiscolaire pour être antiscolaire. Mais le problème, c'est que c'est des compétences très particulières qui ne sont pas également distribuées. Donc si on a une éducation populaire et qu'on demande à des personnes de venir pour résumer 15 pages, surtout si c'est de la philo, là aussi, ça va terroriser tout le monde. Et l'autre intérêt de ça, c'est de sortir en théorie littéraire ce qu'on appelle l'intentio auctoris, donc de la question de savoir qu'est-ce que l'auteur ou l'autrice a voulu dire. Parce que cette question-là, c'est une question qui donne du pouvoir du côté du pédagogue ou du prof, qui pourra dire « et non, là tu fais un contresens, et non, c'est pas ce qu'il voulait dire ». Donc on va être dans un rapport de type correction par rapport à quelque chose qui serait vrai ou faux. Là, dans l'arpentage, l'idée, c'est d'être sur l'intentio lectoris, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'a fait penser à moi en tant que lecteur ou lectrice. Et donc ça ne peut pas être vrai ou faux. Là aussi, c'est plutôt, est-ce que je suis capable de voir en moi l'idée qui m'a la plus stimulée au cours de cette lecture, et c'est de partager ça entre nous. Et un autre avantage corrélatif, c'est que s'en tenir à une seule idée, ça permet de déployer un vrai raisonnement. Alors que si on essaie de résumer dans le peu de temps qu'on a tout ce que l'auteur a dit en 10 pages, on se retrouve vite avec quelque chose qui ressemble à une liste de courses. Il dit ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis on n'a pas vraiment le temps d'être du côté du raisonnement, des arguments, des exemples, etc. Donc là, pour une citation, ce sera peut-être moins difficile, mais quand c'est 10 pages, il y a beaucoup de gens on voit le retour du refoulé, qui n'arrivent pas à pas faire les bonnes élèves et à nous faire un résumé des 10-15 pages. Et donc, si c'est qu'une seule idée, j'insiste, ce n'est pas forcément l'idée principale du texte. Ça peut être une note de bas de page, ou un moment où l'auteur ou l'autrice parle d'un adversaire théorique en disant « je ne suis pas du tout d'accord avec ça ». Et vous, peut-être qu'en fait, c'est au moment où il décrit l'idée adverse que vous dites « ah, mais cette idée-là, elle est géniale, moi, c'est ça qui m'a intéressé ». Donc, deuxième temps, l'idée. Et le troisième, comme l'idée, c'est de lire ça pour s'outiller, pour penser le monde, pour le changer, c'est d'être sensible à la question de « est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie ?» C'est-à-dire la dimension pratique. Je viens lire ces pages-là, est-ce que ça change quelque chose dans mon existence? Est-ce que demain, je suis différent ou pas? J'insiste sur le ou pas qui est vrai, j'allais dire, pour les trois. Hein. On peut avoir ressenti zéro émotion, on peut dire ok, super intéressant, mais moi, ça a fait naître aucune idée en moi. Ou je suis d'accord, mais demain, tout pareil. C'est un truc assez connu en philo, hein, la faiblesse de la volonté, c'est-à-dire il peut y avoir un écart entre ce qu'on a compris théoriquement et ce que ça peut changer concrètement dans notre vie. Et donc en fait, c'est ces trois moments qu'on va donner à voir dans ce qu'ils produisent à partir d'une citation et non pas à partir de... Voilà, est-ce que ça... Prêt à tenter la... Donc, je vais vous lire la citation de Wittgenstein. Après, on a des photocopies. Donc, comme ça, vous pourrez aussi l'avoir sous les yeux. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que dans l'arpentage aussi, on assume, il n'y a pas besoin de connaître l'auteur ou l'autrice, il n'y a pas besoin d'un contexte. Donc, on peut y aller. Je ne dis pas qui est Wittgenstein, je ne décris pas le livre ou son contexte particulier. Donc, voilà ce qu'il écrit dans ses carnets. Comme je suis très faible, je suis singulièrement dépendant de l'opinion des autres, du moins au moment d'agir, sauf si je dispose de beaucoup de temps pour me ressaisir. Un mot agréable de la part de quelqu'un ou un sourire amical produit sur moi des effets durablement encourageants et rassurants, et un mot désagréable, c'est-à-dire inamical, des effets aussi durablement accablants. Voilà. Donc là, je pense que le plus simple, c'est de faire dans l'ordre libre. S'il y a l'un ou l'une d'entre vous trois qui veut commencer juste à partager ce qui se passe émotionnellement en termes de ressenti
en lisant ces phrases de Wittgenstein? Oui, je me suis sentie un peu perdue quand tu as lu le texte parce qu'il y avait en fait pas mal de notions, idées et il m'a fallu du temps pour la relire et c'était un peu l'accablement de la philosophie. Alors moi, je me suis sentie rassurée parce que j'ai l'impression d'être en empathie avec ce qui est dit, même si je n'ai pas complètement saisi ce dont il est question, parce qu'effectivement, il y a un côté un peu intimidant. Voilà, je me sens à la fois intimidée et rassurée parce que j'ai l'impression qu'on me raconte quelque chose qui me touche. Voilà. Euh, Moi, j'ai eu deux sentiments différents, je pense, à l'écoute et à la lecture. Parce que à l'écoute, effectivement, ouais, je pense qu'il y a le sentiment d'empathie qui est assez immédiat sur cette espèce de confession très sincère. Et après, à l'écriture, les et sont. Je me souviens plus de ce style orthographe, enfin ce style de police et le id est avec les points, ça faisait revenir derrière la confession très sincère quelque chose de ce que j'imagine plus du philosophe, et en particulier du philosophe de ce que je sais de Wittgenstein, très, très contenu et et donc, je trouvais ça assez amusant de le lire après l'avoir entendu. Alors peut-être c'est la façon dont tu l'as lu, qui était peut-être plus sincère que l'était Wittgenstein, mais ça m'a fait quelque chose de très amusant en le lisant. Et donc voilà, maintenant que vous avez pu l'entendre et la lire, si vous aviez envie de pouvoir témoigner, partager d'une idée qui a émergé à la rencontre de ce texte-là, que ce soit là, une idée que vous trouvez chez Wittgenstein, stricto sensu, que vous avez envie de retenir, ou même quelque chose qui a pu naître en vous, en écho à mais, voilà, l'émergence d'une idée à la rencontre de ces lignes. Alors là, j'ai bien conscience que la grosse différence avec l'arpentage, c'est que quand on, non mais je le dis, quand on a lu 10 pages, l'enfer, c'est de s'en tenir à une idée. Quand on doit rebondir sur une citation, ça peut presque paraître l'inverse. C'est genre, ok, je suis censé avoir une idée ou quelque chose juste sur ces quelques lignes-là. Donc voilà, prenez votre temps et paradoxalement, cette partie-là peut paraître un peu plus intimidante, alors qu'elle est souvent plutôt il faut choisir dans toutes les pages qu'on a lues. Là, en 6-7 lignes, c'est pas la même chose. Non, mais en fait, c'est peut-être la toute première idée, en fait. C'est que finalement, oui, ce qu'il décrit pendant deux paragraphes, alors c'est effectivement pas très long de deux paragraphes, mais c'est juste cette idée de grande faiblesse, quoi. C'est-à-dire que la, la- dans un cas comme dans l'autre, ce qui va se passer en dehors de lui va l'amener dans à des extrêmes de sentiments. Et c'est peut-être ça, l'idée qui vient immédiatement quand on entend quelqu'un se décrire comme faible, quoi. Attention, faut pas que ça soit... Mais en fait, moi j'ai bloqué sur comme je suis très faible, donc ça rejoint un peu ce que tu disais. Mais juste, du coup, c'est une idée sous forme de question. C'est est-ce que effectivement, ce qu'il décrit, c'est une faiblesse ou pas, et de quelle manière il semble s'en protéger justement dans son texte. Mais oui, c'est le comme je suis très faible, ça m'interroge sur est-ce que c'est une faiblesse d'être dépendant, influençable vis-à-vis de l'opinion des autres. Voilà. Moi, je me suis dit que c'était une idée très dans l'air du temps, de dépendre de l'opinion des autres, du regard des autres. C'est quelque chose dont on parle constamment aujourd'hui. J'ai l'impression que tout le monde parle de ça au quotidien. Et voilà, lui, il en parle peut-être un demi-siècle avant, peut-être davantage. Voilà, c'est ça qui m'interroge. Est-ce qu'il y a eu une différence entre le moment où il écrit et notre époque? C'est ça que ça a fait naître en moi. Et alors, suite à ça, dans un troisième temps, est-ce que voilà, le fait d'avoir rencontré ces mots de Wittgenstein, dans quelle mesure ça peut venir toucher
quelque chose en vous qui vous transforme ou qui vous fasse faire un pas de côté par rapport à vous-même? Moi, je rebondis un peu sur ton idée de se confesser. C'est pas l'image que j'ai forcément des philosophes. Confesser sa faiblesse. Et du coup, j'aurais peut-être envie d'en lire un peu davantage. Tu disais que c'était un livre que tu adorais de Wittgenstein. Alors peut-être la pratique, ce serait d'aller feuilleter un petit peu pour voir ce qui est différent dans ce texte que peut-être juste le texte très très logique de ce philosophe. Moi, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est l'attention qu'on peut porter au quotidien à la manière dont on s'adresse aux autres et justement au sourire, au vocabulaire, aux mots qu'on utilise. Et ensuite, dans la manière dont on transmet des savoirs et me dire qu'effectivement, j'ai l'impression que quand on enseigne, par exemple, ça peut être quelque chose de très facilitant d'avoir ce type d'attitude vis-à-vis d'une personne qui reçoit, entre grosses guillemets, un apprentissage, voilà, pour créer une vraie relation. Voilà. Bah, comme du coup, tu as insisté sur comme je suis très faible, du coup, ça me l'a fait relire. Et en fait, je me dis que peut-être que ça va. Alors, je sais pas, ça va changer, parce que peut-être quelque chose que je fais déjà, c'est pour ça que je le remarque. Mais j'ai l'impression que ça sonne pas comme, finalement, comme une confession extrêmement honnête. Et presque comme le début d'une démonstration. Alors, du coup, je me demande si je vais pas, à l'avenir, plutôt me méfier de ce que, des confessions des philosophes, qui en fait sont peut-être des manières d'introduire des démonstrations. Et donc, ouais, peut-être que ça m'enjoindra à plus de méfiance la prochaine fois que je lirai un livre d'un philosophe. J'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit. Ça, par expérience d'animation des arpentages, c'est ce que tu as dit, c'est un effet classique qui est plutôt chouette. Dire ça, pratiquement, qu'est-ce que ça pourrait changer? Bah, ça m'a donné envie de lire le livre en entier. Parce que voilà, des fois, on peut être frustré d'avoir lu que 10 pages et après avoir entendu les autres, de se dire, ah, mais en fait, ça a l'air super. Voire même eux, ils ont l'air d'avoir une meilleure partie que moi. Et je regrette, toi, c'était arrivé dans un arpentage que tu as fait il y a pas très longtemps. Dire, ah, j'aurais préféré avoir leur passage, et il me paraissait vachement mieux. Et puis là, je résiste pas. On ne fait pas forcément ça quand on anime, mais par rapport à tout ce que vous avez dit, de rebondir aussi, parce que ça m'a stimulé. Et effectivement, comme je suis très faible, l'interprétation charitable, pour moi, c'est de me dire, bah, en fait, ça demande pas mal de force d'avouer sa faiblesse. Et donc, ça peut être un encouragement, comme tu dis, à arriver comme ça. C'est peut-être une posture qui fait beaucoup du bien aux autres, notamment pour descendre de son piédestal, par exemple, quand on est prof. Et l'interprétation plus suspicieuse, c'est qu'en fait, il sait très bien que dire ça, ça demande du culot. Et il est conscient de sa force de pouvoir écrire ça, mais ça poserait aussi la question du statut. Est-ce que ces carnets étaient faits pour être édités? Ou s'il écrit vraiment que à lui-même, dans ce cas-là, on peut suspecter qu'il n'a pas de raison de mentir ou d'adopter une posture. Je ne sais pas si vous avez envie aussi de rebondir ou de dire d'autres choses, parce que c'est un moment qu'on peut s'accorder aussi dans un arpentage, une fois qu'on a suivi le cadre un peu formel qui est là pour... j'aime bien insister là-dessus dans les dispositifs d'éducation populaire. On fait le pari pédagogique que le cadre, ça permet beaucoup de liberté. Si on dit aux gens, tenez, lisez 10 pages et vous revenez dans 3 quarts d'heure et vous nous racontez ce que vous voulez, ça peut être beaucoup plus paralysant que de suivre cette trame. Et donc voilà, c'est pour ça que c'était chouette aussi de montrer ces 3 moments. Mais après, on peut aussi s'accorder du temps, peut-être là quelques minutes. Après 2 heures d'arpentage, des fois les gens ont envie de rentrer chez eux. Mais il y a aussi souvent une forte demande de, bon voilà, maintenant tout le monde a parlé dans l'ordre, est-ce qu'on peut un peu discuter ou rebondir aussi par rapport à ce que d'autres ont dit, comme moi je n'ai pas résisté à le faire après vous avoir écouté. Sur ce que tu disais, que ça te donne envie de lire, en fait, j'ai surtout envie de lire juste la suite, parce qu'elle a l'air d'être la conclusion. Mais depuis tout à l'heure, je m'interdis de regarder juste au 3e paragraphe. Mais ouais, en fait, c'est sur ce que tu disais, sur le fait que ça... Est-ce que c'est réellement de la faiblesse et du coup, il instaure cette espèce de doute-là. Et c'est vrai que, ne serait-ce que ça, je trouve que sa manière d'écrire
et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais été vers Wittgenstein, mais me paraît très peu. Je sais pas, ça parle très peu à ma manière de penser. Et donc, je sais pas, c'est peut-être pour ça que je reste autant collé aux mots et que du coup, je me suis même pas posé la question de savoir si c'était vraiment de la faiblesse ou pas. C'est que cette manière d'écrire et de parler est très étrange. Alors, c'est intéressant s'il le faisait aussi dans son carnet parce que finalement, c'était profondément lui en fait de faire comme ça. C'était pas simplement une méthode, sa méthode envers le monde, quoi. Moi, je reviens à mon premier sentiment qui était qu'il y avait beaucoup de choses et du coup on a tous commenté un peu sa faiblesse de la dépendance au regard des autres et j'ai quand même cette tentation un peu scolaire d'aller voir ce qu'il a dit dans le deuxième paragraphe pour être sûr que c'était vraiment ça. Donc les côtés, ouais, il y a beaucoup de choses et effectivement on est dans un texte pour moi de philosophie où il y a beaucoup à creuser, réfléchir sur les concepts et voilà, j'ai cette tentation d'aller relire le papier pour être sûr qu'on a bien compris. Bon, je pense que ça va reprendre un peu ce que vous avez dit, mais en fait, moi, j'ai envie de mener l'enquête sur cette personne qui a écrit ce texte pour savoir si vraiment elle est honnête. et, euh, et effectivement, tu as utilisé le mot démonstration, et quand tu l'as utilisé, je me suis dit que ça faisait très mathématiques dans le mauvais sens du terme pour moi, traumatisée des maths. C'est-à-dire que je ne sais plus effectivement comment ça s'appelle cette manière de noter le « et ». Une esperluette. Voilà, qui est très jolie, esthétique. Mais là, la manière dont tu l'utilises, sachant qu'il parle de quelque chose de très sensible, tout de suite, c'est comme s'il construisait une barricade. C'est-à-dire, il fait un aveu, une confession, mais en même temps, il met des gros murs autour de lui. Et ça le rend un peu suspicieux. Ouais, j'ai envie de savoir qui est cette personne. Voilà. Et, oui, d'ailleurs, l'écriture aphoristique, qui peut être une chouette écriture, c'est pas forcément une écriture évidente pour un choix d'arpentage. Là, comme vous arpentiez sur une citation, ça s'y prêtait plutôt bien, parce que des textes très narratifs avec plein d'exemples, prendre un court extrait de 5-10 lignes, ça ne peut pas vraiment faire sens. Mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'ailleurs de partager en termes de retour d'expérience. Dans l'absolu, comme l'arpentage, c'est un dispositif d'éducation populaire, on fait aussi le pari qu'une personne qui choisirait, ou même 2-3 personnes, d'animer un arpentage n'ont pas forcément besoin d'avoir des compétences ou d'avoir lu préalablement le livre. C'est ça aussi, c'est dire, il n'y a pas de hiérarchie. L'animation, ça peut être quelque chose qui tourne, et donc on n'a pas forcément le temps de le préparer comme on préparait un cours. Donc on peut dire, dans une asso, on fait un arpentage jeudi, et puis on se met juste d'accord sur l'ouvrage. Néanmoins, l'avantage, si on a une posture un peu plus de préparation, ça peut être de s'assurer qu'un livre se prête bien à l'arpentage. Voilà, par exemple, est-ce que le chapitrage permettra des découpages faciles? Est-ce que c'est pas trop jargonnant ou technique? Donc on peut retrouver une posture un peu plus préparatrice qui peut avoir du sens aussi dans certains contextes, notamment quand on a fait l'expérience qu'arrive tout le temps d'aller un peu au casse-pipe sans le savoir parce que l'ouvrage était trop difficile ou c'est pas prêté à l'arpentage. Je donne un exemple. Un ouvrage de David Graeber que je trouvais particulièrement chouette, court et vulgarisé, que je l'identifiais comme tel. Je l'ai testé une fois en arpentage et il y en avait un sur les émotions. Il a dit, alors moi ça m'a énervé, ça m'a tellement énervé que j'ai renoncé à lire le sens et j'ai compté le nombre de mots dans les phrases. Il y avait une phrase, il y avait 164 mots. Donc voilà. Et puis après, ce qui était chouette, c'est que dans la partie discussion, il y a trouvé son compte. Mais voilà, quelque chose que je n'avais pas bien identifié, il me semblait que le style était clair. Et là, il y a eu un blocage sur des phrases beaucoup trop longues. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'une écriture aphoristique, c'est pas forcément la plus facile à s'approprier, surtout quand en plus c'est un auteur qui, effectivement, même dans les 3-4 lignes, prend le soin que tout soit à sa place. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose ou est-ce qu'on termine là-dessus ou... Non, mais ouais, mais en fait, ça encourage presque à pas du tout préparer les arpentages, en fait, parce que du coup, de savoir, c'est important de savoir. Effectivement, David Graeber, on y pense comme quelqu'un qui, a priori, pourrait plutôt se prêter ou en tout cas servir de base à de l'éducation populaire. Et c'est important de savoir que ça peut énerver des gens à ce moment-là, quoi. Et du coup, si les émotions qui devraient sortir de la première phase étaient nécessairement positives, ça serait déjà peut-être
écarter du travail quelque chose, quoi. Donc c'est probablement très bien de tomber sur des trucs qui énervent les gens, qui rappellent à quel point ça peut être énervant, quoi. Oui, bah, d'ailleurs, merci pour ta remarque. Ça permet vraiment de redire que c'est un des travaux de l'animateur ou de l'animatrice, c'est vraiment de rassurer tout le monde. Et des fois, il faut en faire des caisses en disant vous avez évidemment le droit aux émotions négatives, parce que des fois, il y a une sorte de réflexe de bon élève ou des biais qui sont connus, hein. Quand il y a quelqu'un qui représente un autre rôle, il y a un vouloir plaire qui se met en place chez les personnes, même si elles n'ont pas décidé d'être dociles et gentilles. Et donc dire, vous avez le droit d'avoir des émotions négatives, de ne pas avoir d'idée ou de dire ça ne va rien changer dans ma vie. Voilà, il n'y a pas de faute au sens scolaire. Et souvent, ça peut donner d'ailleurs lieu à des chouettes arpentages, même si on a démarré sur des émotions négatives, en se retrouvant avec ces pages qu'on n'était pas content d'avoir pour diverses raisons. Et si c'est OK pour vous, juste un petit mot de conclusion à la fin de cette vidéo. J'avais envie de partager aussi quelques sur le côté concret. S'il y a des personnes qui se disent « Ah tiens, ça me botterait bien d'organiser des arpentages ou de proposer ça dans un cadre ». Quand on fait un vrai arpentage avec un livre, il y a 5 points que j'ai envie de partager avec vous. Un premier, c'est que quelque chose que j'ai vu faire et que je trouve chouette, c'est des fois juste de faire circuler le livre, commencer par un tour de parole pour que chacune ait le temps juste de parler de l'objet. Et ça, c'est hyper intéressant, de voir des gens qui parlent du choix de la maquette, de l'épaisseur du livre, est-ce que c'est écrit en gros? Et ça a vraiment un effet du pop qui marche très bien. Ça fait aussi dégonfler le prestige du livre. Il y en a qui disent « Ah, c'est écrit trop petit », il y en a qui disent « Ce genre de bouquin, pour moi, c'est typiquement un truc que je n'achèterai jamais en librairie ». Voilà, là aussi, ça libère la parole et ça prend un peu de temps, mais des fois, ça vaut vraiment le coup de faire ça. Donc voilà, de partir de la matérialité du livre. Un deuxième conseil que j'ai piqué à une animatrice d'arpentage que je ne faisais pas et que je trouve très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, assumer que dès qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde, proposer aux gens de se constituer en groupe. C'est-à-dire ne pas renvoyer le moment de la lecture à une activité individuelle, mais proposer d'être 2 à 3. Et c'est surtout que, de manière très concrète logistiquement, le moment où on se retrouve en plénière va être beaucoup plus raisonnable en termes de durée. Voilà, si on a 150 pages et que tout le monde part avec 10 pages, ça fait 15 personnes qui vont prendre la parole. Et ce qui veut donc dire qu'on n'hésite pas en arpentage à assumer le fait qu'on ne lira peut-être pas tout le livre. C'est peut-être plus sympa que les gens partent en groupe et on sera allé que jusqu'à la page 70 si on n'aura pas tout fait tout le livre. Voilà, l'idée de complétude ou d'aller au bout n'est pas une fin en soi. Et là, petit clin d'œil au programme de philo de terminale où l'idée c'est faut tout faire, faut aller jusqu'au bout. Et là, dès qu'on pense comme ça, on se met à courir et on n'a plus vraiment le temps de penser. Un autre conseil que j'ai envie de partager, c'est la version brute de l'arpentage, c'est d'arriver et de se dire tout le monde prend 10 pages, tiens. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est si on le prépare un peu, c'est regarder comment on le découpe. Et quand on le découpe comme ça, c'est chouette d'avoir des passages de 9 pages, des passages de 13 pages, et de le dire. Comme ça permet aussi à des gens de dire « Ah bah moi je vais prendre le plus court ». Ça me rassure. Et d'autres qui ont peur d'être frustrés et qui vont plutôt aller chercher vers le plus long. Voire même de donner un petit titre à chaque passage. Comme ça, les gens peuvent dire « Ah bah tiens, ça m'intéresse plus ». Voilà, ça c'est pas forcément nécessaire, mais quand je l'ai vu faire, ça rassure les gens plutôt que de se voir attribuer un peu au hasard un extrait. Et puis surtout de préciser la longueur des pages, pas sous-estimer que c'est une info qui peut vraiment compter pour certaines personnes, enfin la longueur du passage. Et voilà, surtout ça que j'avais envie de partager. Et si, vraiment un conseil très concret, mais qui compte, un gros dilemme chez les personnes qui organisent des arpentages, c'est comment est-ce qu'on annonce la durée. Donc là, on est vraiment dans un souci important d'EducPop, c'est si on annonce des événements trop longs, on sait qu'il y a plein de gens qui ne vont pas venir. Si vous annoncez, on va lire ensemble un livre et ça va durer 3 heures, il y a des gens qui vont dire, déjà juste, j'ai pas 3 heures, ou oh là là, bosser sur un livre pendant 3 heures, c'est un truc, c'est une... Et donc, il faut quand même être honnête, un arpentage, ça dure difficilement moins de 2 heures. Mais si on veut qu'il y ait du temps pour discuter après, la question c'est est-ce qu'on l'anticipe ou est-ce qu'on dit aux gens, bon,
si vous avez du temps, on risque de déborder. Voilà, cette question du timing, il ne faut pas la sous-estimer. Et il y a des fois des gens qui sont très, vous aviez dit 2 heures, au bout de 2 heures je pars, et d'autres qui ont envie d'un moment de discussion après l'arpentage et qui disent on ne peut pas continuer un peu. Donc voilà, ça c'est des choses à anticiper en termes voilà, par rapport au lieu dans lequel on le fait, surtout si on fait ça dans un café, qu'il y a des gens qui doivent continuer à ouvrir le café pour que l'arpentage aille jusqu'au bout. Mais voilà, en tout cas, je suis content de l'avoir partagé avec vous. J'espère que ça pourra donner envie aux gens de voir qu'on peut arpenter n'importe quel essai et même de la philo, publié chez Vrin ou ailleurs. Merci beaucoup. Ouais, merci. Clap de fin.